Bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour ce nouveau journal des sciences. Au programme de ce numéro, une étude conduite à la clinique spatiale de Toulouse, des abeilles décimées par des antibiotiques, la pollution chinoise face au changement climatique et un zoom sur la fourrure du panda. Depuis le mois de janvier, 10 hommes pourtant en bonne santé n'ont pas quitté leur lit. Tous volontaires, ils participent à une étude destinée à prévenir et à contrer les effets de l'impesanteur sur le corps humain. Les voyages dans l'espace n'ont rien d'une balade de santé. Les os, les muscles, le système cardiovasculaire et le système sensoriel sont affectés par la vie dans l'espace. Pour prévenir et faire baisser les effets de l'impesanteur sur l'organisme, l'Institut de médecine et de physiologie spatiale situé à Toulouse conduit depuis le mois de janvier une campagne d'alitement sur 10 volontaires. Ces hommes en bonne santé, âgés de 20 à 45 ans, sont couchés depuis janvier sur des lits inclinés de 6 degrés, tête vers le bas. Cette position, les pieds légèrement surélevés, simule les effets de l'impesanteur en provoquant une redistribution du volume sanguin vers la partie supérieure du corps. Sans quitter leur lit pendant 2 mois, les volontaires sont soumis à un programme d'exercice physique assez similaire à celui des astronautes dans l'espace et à une batterie de tests. L'objet spécifique de cette campagne est d'étudier les vertus d'un cocktail antioxydant et anti-inflammatoire composé d'extraits naturels de végétaux ingérés sous forme de gélules. Pour juger de son efficacité, la moitié du groupe prend le complément alimentaire tandis que l'autre ne prend pas ce cocktail et sert de groupe de contrôle. Tous font l'objet d'un suivi très précis de leur alimentation et de leur organisme. Le calvaire de ces 10 hommes arrive bientôt à son terme. Sachez que 10 volontaires sont attendus pour une nouvelle campagne qui débutera en septembre prochain. Le déclin des abeilles est souvent attribué aux pesticides. Mais l'usage d'antibiotiques, courant aux États-Unis dans les ruches industrielles, pourrait aussi jouer un rôle. Des chercheurs de l'Université du Texas viennent de montrer que les abeilles, traitées aux antibiotiques, avaient moitié moins de chances de survivre que les autres. C'est une nouvelle pièce à verser au dossier de l'antibiorésistance. L'usage d'antibiotiques finirait par tuer les abeilles. C'est en tout cas ce que viennent de montrer des chercheurs américains. Ils ont prélevé des centaines d'abeilles à miel sur des ruches installées sur le toit de leur université. Ils ont ensuite distingué en laboratoire 2 groupes grâce à des points de couleur peints sur leur dos. Ils ont nourri le premier groupe d'un mélange de sirop et de tétracycline, un antibiotique d'usage courant. Le second groupe, utilisé comme témoin, n'ayant reçu quant à lui que du sirop. Quelques jours plus tard, ils ont constaté que seul 1/3 des insectes traités aux antibiotiques avaient survécu, contre les 2/3 pour le groupe témoin. Comment expliquer cela ? Les chercheurs montrent que les antibiotiques, en agissant sur la flore intestinale, affaiblissent les bactéries protectrices de l'intestin et laissent ainsi le champ libre à des bactéries agressives, comme la bactérie Serratia. D'ailleurs, parmi les 2 groupes d'abeilles, celles traitées au tétracycline sont davantage mortes de Serratia que les autres. La Chine est régulièrement confrontée à des pics de pollution, et ce, malgré des efforts réels pour réduire les émissions de particules. Une nouvelle étude montre que le changement climatique vient interférer dans ce dossier déjà très compliqué. Les images de villes chinoises noyées dans des nuages de pollution font souvent la une des médias. Or, depuis 4 ans, la Chine s'efforce de réduire ses émissions de particules avec des résultats décevants, en particulier en hiver. Grâce à la modélisation et à l'analyse de données, une équipe de l'Institut de technologie de Géorgie aux États-Unis vient de montrer que ces épisodes sont renforcés par des dérèglements climatiques situés bien loin de la Chine, dans le Grand Nord. 2 grandes perturbations touchent les hautes latitudes, une diminution de la glace de mer et une augmentation des chutes de neige. Ces 2 éléments réduisent les gradients de température et de pression entre les régions polaires et les vastes plaines de l'Asie. En hiver, les vents du nord qui pourraient balayer l'est de la Chine se trouvent désormais diminués, laissant la pollution stagner dans les villes. Cette nouvelle étude montre ainsi que la lutte contre la pollution passe non seulement par la réduction des activités productrices de particules, mais aussi par la lutte contre le changement climatique. La fourrure du panda géant de Chine est tachetée de noir et de blanc. Des zoologues américains ont essayé de comprendre l'avantage que le panda pouvait tirer de ce motif si particulier. Explication. Quel peut être pour le panda l'avantage d'avoir un pelage bicolore
Et pourquoi ce noir et ce blanc à ces endroits? Pour répondre à ces questions, des chercheurs américains ont comparé le pelage du panda à celui d'autres ours et carnivores. D'après leurs résultats, si le panda géant est couvert d'un pelage blanc sur la gueule, le cou, le ventre et la croupe, c'est pour mieux disparaître au vu de son principal prédateur, le léopard des neiges. Quant aux parties noires, elles auraient deux fonctions. Celle située sur ses membres formerait un parfait camouflage quand le panda géant quitte les neiges pour aller se nourrir en forêt. Ces taches sombres pouvant alors ressembler à des ombres de végétaux. Celle de sa tête, en revanche, lui servirait plutôt de signe de reconnaissance et de communication. Soulignées de noir, les oreilles seraient encore plus agressives lorsqu'elles se dressent face à un ennemi. Les patchs noirs autour des yeux, dont le contour diffère d'un panda à l'autre, seraient des signes distinctifs leur permettant de s'identifier les uns les autres. Voilà, ce journal est terminé. Avant de nous séparer, je vous propose de jeter un œil à ces images exceptionnelles d'une petite lune de Saturne d'à peine 30 km de diamètre qui a été photographiée par la sonde américaine Cassini. Ce petit satellite, baptisé Pan, est doté d'une collerette dont l'origine est mal connue. Elle pourrait avoir été causée par une ancienne collision. Sur ces images étonnantes, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal. À bientôt.